Masechet Shabbat, Daf Ain Tet. Shavua Tov à tout le monde, Chodesh Tov Mevorach. On commence Bezrat Hashem le Daf Ain Tet à la 2, 4, 6, 7e ligne. Or Kedel Asot Vechulei. On a vu celui qui sort une peau. De quoi faire un kaméa? Un kaméa, c'est une écriture de protection ou de guérison qu'on porte. Ça porte une ségoula de guérison ou de protection. Et ce kaméa en question, il a besoin d'une peau, donc soit il est enveloppé dans une peau, soit il est écrit sur une peau. En tout cas, cette peau-là en question, de quoi faire le kaméa? Elle est la quantité, elle est la taille de peau pour laquelle on est chayav si on l'a porté, on l'a sorti au Rejut Arabim. Ba'amine Ravam et Rav Nachman. Hamoti or bekama. Celui qui sort une peau, quelle est la quantité, la mesure pour être chayav? Amar le kedetnan, on a bien dit dans la Mishnah. Or kedel asot kamea. Une peau, de quoi en faire un kamea? Donc Rava qui a posé cette question à Rav Nachman, évidemment il connaissait notre Mishnah. Rachidi, simplement c'était pour introduire la question suivante. Mais abdo bekama, quelle est la taille d'une peau que celui qui l'a travaillé, il est chayav? Amar le loshna, il n'y a pas de différence, donc de quoi faire un kaméa? Le abdo bekama, celui qui a sorti une peau, qui est destinée à être travaillée, quelle est la taille de la peau, qui n'a pas encore été travaillée, pour laquelle on est chayav? Pour quelle taille on est chayav quand on l'a portée, quand on l'a sortie au Rejut Arabim, alors qu'elle est destinée à être travaillée? Amar le loshna, il n'y a pas de différence, c'est la même taille, de quoi en faire un kaméa. Ou menatemra, et d'où tu sais ça? Que puisqu'elle est destinée à travailler, donc elle a la même taille qu'une peau travaillée. Kedetnan, comme on a une Mishnah qui dit, Amelaben, celui qui lave la laine, Ve'amenapet, c'est celui qui peigne la laine, Ve'atzovea, c'est celui qui la peint, Ve'atove, qui la file, Shiuro kimlo, la mesure de la laine qui a été travaillée ici, comme on a dit, de toutes ces manières-là, pour être hayav, c'est kimlo rochav, comme la largeur hasit kafoul, d'un double site. Site, c'est l'espace qu'il y a entre l'index et le majeur. Donc entre ces deux doigts-là, l'espace qu'il y a entre les deux, ça s'appelle site. Site kafoul, c'est le double de ça. C'est entre le pouce et l'index, ça fait le double de l'espace qu'il y a entre l'index et le majeur. Ve'aoreg, celui qui tisse, Shnechutin de fil, Shiuro kimlo rochavasit. La taille pour être hayav, c'est s'il a tissé de quoi remplir un site qui est, comme on a dit, entre l'index et le majeur. Alma, donc on voit. Kevan deletvuyekai, puisque cette laine-là, elle est destinée à être filée, Shiura, sa taille pour être hayav, quand on l'a lavé, quand on l'a préparé, de toutes les manières, comme on a dit, il a lavé, il a peigné, ensuite il a filé. Toutes les premières melachot, même d'avant l'étape de filer la laine, elles sont aussi mesurées selon ce projet-là, de terminer par le filet, donc, shiura ket tavouy, comme si il avait filé. Donc, ça sera toujours la même mesure. Achina, mais ici aussi c'est pareil à propos de la peau, kevan de l'abdo kai, puisque cette peau-là elle est destinée à être travaillée, shiuro keme'ubad, sa quantité pour être chayav quand on la porte au Rejut Arabim, c'est comme si elle avait été déjà travaillée. Veshelo l'abdo bekama, et si cette peau-là n'est pas destinée à être travaillée, il veut la porter telle qu'elle, la laisser comme ça. Quelle est la quantité importante pour être hayav dessus quand il l'a porté, il l'a sorti? Au Rejut Arabim, Amar et Loshna, il n'y a toujours pas de différence, ce sera toujours comme la même taille qu'une peau travaillée. Donc de quoi faire un kaméa? Et la Gemara s'étonne dessus. Veloshan ibn Meubad, le Shen Meubad, est-ce qu'on ne fait pas la différence entre une peau travaillée et une peau non travaillée? Et il vient l'objecter. Hamoti Samanin, Shruyin. Celui qui sort, Samanin, ce sont des espèces à base desquelles on fait de la peinture, des couleurs. Shruyin qui sont trempées dans l'eau. Kedel itzva bahen, la quantité de ces samanim en question, pour être hayav quand il les a portés, c'est qu'il y en ait suffisamment de quoi, l'itzva bahen, de quoi peindre avec ces couleurs-là, Dougma leira. Dougma, c'est un exemple. Leira, c'est un récipient, le roseau en question, l'appareil, disons.
l'appareil du tisseur, il utilise un certain objet autour duquel il entoure de ses fils. En tout cas, il a ce ira en question, il a cet objet-là qui lui sert à travailler, et là-bas, il met un exemple de tissu coloré pour montrer aux gens les couleurs qu'il a. Et donc, ce tissu-là coloré, de quoi le colorer? Cette quantité-là de couleur, elle est la quantité suffisamment importante pour laquelle on est chayav quand on l'a porté au rejut arabim. Veilu besamanim shelan shuruin. Ça, c'est en ce qui concerne donc les samanim qui sont trempés déjà dans l'eau, qui sont préparés déjà. C'est les peintures qui sont déjà prêtes. Mais dans les samanim shelan shuruin, les espèces à base desquelles on fera ensuite de la peinture, si elles ne sont pas encore prêtes, elles ne sont même pas encore trempées dans l'eau, la mesure est différente. Pour être chayav dessus, il faut une plus grande quantité. Nan, on a le Mishnah qui dit, Klipé gozim, les peaux de noix, il ne s'agit pas de la peau épaisse, il s'agit de la peau intérieure, qui donne de la couleur, et à base de laquelle on fera ensuite de la couleur. Vekliper rimonin, des peaux de grenade, stisupua, qui sont encore deux espèces de plantes, avec lesquelles on fera des couleurs. Kedelitzvoa baen, donc il faut, pour être hayab, quand on les a portés, il faut qu'il y ait une quantité suffisamment grande, de quoi peindre avec ces choses-là. Beged katan le pisvacha, un petit tissu qui sert à boucher le trou de la svacha. Donc la svacha, c'est un genre de foulard ou un chapeau que la femme met sur sa tête, et il y a un petit trou au milieu parce que c'est tissé de manière que ça fait le tour tout autour, un genre de filet assez serré, et au milieu il reste un petit trou. Là-bas on met un petit tissu, ce tissu-là on le peint. Donc la quantité de couleurs, la quantité de ces plantes-là qui est suffisante de quoi colorer ce tissu-là, c'est ça la quantité qu'il nous faut pour être chayav. Or c'est une plus grande quantité que la quantité qu'on a vue pour le tisseur. Donc je reprends. Si la peinture elle est déjà prête, la quantité pour être chayav elle est petite. Elle est une quantité qui suffit pour de quoi faire l'exemple du tisseur. C'est une petite quantité. Tandis que si les plantes ne sont pas encore prêtes, là on dit qu'il faut une plus grande quantité qui pourra être suffisante de quoi peindre ce tissu-là du chapeau de la femme. Donc c'est un petit tissu qui vient en fait remplir un trou, mais il est quand même plus grand que ce que le tisseur a besoin comme exemple. Donc c'est une plus grande quantité. Comment ça se fait qu'en ce qui concerne la peau, on n'a pas fait de différence entre une peau travaillée et une peau non travaillée, on a dit que c'est la même mesure. Et ici, dans les couleurs, on fait une différence entre si c'est déjà prêt et si c'est pas encore prêt. Répond la Gemara. Haïtmar, là, on a déjà enseigné sur cette halacha, sur cette Mishnah. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, les fichen Adam Toreach Lishrot Samanin, car un homme ne se fatigue pas à préparer ses plantes de couleurs, Litzvoa ben Dugma Leira, pour une si petite quantité qui ne lui servira que à préparer, à peindre l'exemple du tisseur. Un homme, s'il a déjà de la peinture prête, alors il lui accorde de l'importance à partir d'une mesure qui lui suffira à peindre l'exemple du tisseur. Mais pour préparer la peinture, cette quantité-là, elle est quand même pas assez importante pour se fatiguer à préparer la peinture. Donc, si la peinture est déjà prête, il me suffira d'une petite quantité de quoi colorer le tissu du tisseur, l'exemple du tisseur. Mais par contre, si la peinture n'a pas encore été prête, une si petite quantité, donc je vais me fatiguer à préparer de la peinture, et ensuite elle sera suffisante que pour cette petite quantité-là, ce petit exemple-là, c'est insuffisant. Je ne vais pas me fatiguer à préparer la peinture. Mais s'il y a une plus grande quantité, qui pourra me servir à colorer, à peindre le tissu de la femme en question, là, ça vaut la peine déjà de se fatiguer à préparer cette peinture, et donc ces plantes-là, qui seront suffisantes pour en faire cette peinture, elles sont suffisamment importantes en quantité pour rendre hayav celui qui les a portées au reshut harabim pendant Shabbat. Donc ça, c'est en ce qui concerne la peinture, on fera la différence entre l'un et l'autre. Mais pour la peau, c'est pas comme ça. La peau, il n'y a pas de différence. Aussi bien si elle a été travaillée, elle est importante. Elle n'est importante qu'à partir d'une taille de quoi faire un kaméa, pas moins que ça parce qu'il n'y a rien à faire à moins que ça. Et d'autre part, si elle n'a pas été travaillée, cette taille-là elle-même, elle est déjà suffisamment importante pour justifier le travail de la peau, pour finalement obtenir une peau qui servira à un kaméa.
Donc là-bas, à propos de la peau, on ne fait pas de différence entre huile travaillée et non travaillée. C'est qu'à propos des couleurs, on fait la différence comme on a dit. La Gemara continue à objecter. Varei zerone gina. Voilà les graines du jardin. Des mekam et des harines, avant de les avoir plantées, Nan, la Mishnah nous dit quelle est la quantité pour être hayav, zerone gina, donc les graines du jardin, parot mike grogeret. On est hayav même pour moins d'un kagrogeret, moins d'une figue sèche. Mais c'est quand même, il en faut beaucoup. Rabbi Daban Betera Omer Chamisha. Selon Rabbi Daban Betera, pour 5 graines, on est déjà chayav. Mais pas moins. Veilu batar des zarinu. Et malgré tout, s'il les a déjà plantés, là-bas, une graine est déjà importante. Comme on voit dans la Mishnah, Nan, Zevel vecholadak, tout ce qui est comme engrais. Donc Zevel, c'est des engrais vecholadak, du sable fin, kedelezabel bokelach shel kuruv. De quoi mettre de l'engrais pour une tige de chou. Divrei Rabbi Akiva. Quel arche je prends? Quel arche chez le courbe? Un trognon de chou. Divrei Rabbi Akiva selon Rabbi Akiva. Donc on voit que même un chou est suffisant. Eux ils disent non, de quoi engraisser Kresha, c'est une autre espèce. Mais en tout cas ici, je dis pas qu'il y a besoin de 5 graines ou d'une petite poignée, comme on a dit, moins d'une figue. Je dis que chaque graine, elle est déjà importante. Répond la Gemara Itmara, là on a déjà enseigné dessus. Amara Fapa, Hadezaria de Lozaria. Ça dépend s'il a déjà semé ou pas encore. Les fichiers Nadam Toreach, Lotzinimachat Ezria, car un homme ne se fatigue pas à sortir une graine pour la planter, pour la semer. Donc là-bas, il en faudra minimum 5, ou comme on a dit, moins d'un kagrogeret. Mais si ça a déjà commencé à pousser, alors ça justifie déjà le travail. Donc là, je dirais que les engrais, à partir de quoi travailler même, de quoi soutenir même une graine qui a été déjà plantée, ça justifie le travail, donc c'est déjà suffisamment important. Mais avant de la planter, une graine, elle est insuffisante, elle n'est pas importante. La Gemara continue à objecter. Varetit, la boue, des mekam et des ligbele, avant de la pétrir, avant de préparer la boue. Donc c'est pas vraiment de la boue. En fait, cette boue-là, c'est du ciment. Ça sert aux constructions. Et avant de la préparer, de préparer ce ciment en question, Tanya Chachamim Modim Chachamim Rabbi Shimon. Chachamim disent à Rabbi Shimon, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon, le moti Shofrin Reshut Arabim, que celui qui sort des liquides à verser sales au Reshut Arabim, il n'est chayav qu'à partir d'un revit. Sheshiuran berevit. Leur quantité, c'est un revit. On a demandé dessus, mais à quoi ça sert ces liquides-là? On les jette, à quoi ils servent? Ils servent à pétrir le ciment. Et une fois que le ciment a déjà été pétri, Tanya, on a une breta qui dit, Tit que de la sot ben pikour. Donc le ciment en question, la quantité pour être hayav, elle est de quoi en faire un pikour, de quoi faire une petite bouche. Au cours, c'est le récipient qui sert à travailler, je pense, l'argent. En tout cas, ici on voit qu'il y a une différence entre le ciment qui a déjà été préparé et celui qui n'a pas encore été préparé. S'il n'a pas encore été préparé, on dit il faut une grande quantité, un revit de liquide, donc finalement je vais obtenir une grande quantité de ciment, mais si le ciment a déjà été préparé, même un tout petit peu de ciment, juste de quoi faire cette bouche de cours, elle est déjà suffisante pour rendre chayav celui qui a porté le ciment. Donc on voit à nouveau une différence entre l'un et l'autre, et comment est-ce qu'à propos de la peau, on n'a pas fait de différence entre une peau travaillée et une peau non travaillée. Répond la Gemara, Tamnami Kedamara, là-bas aussi comme on a déjà expliqué, les fiches Adam Toreach, les Gabel et Tatit, la Sot Bopikour. Un homme ne se fatigue pas à pétrir le ciment pour une si petite quantité que de quoi faire juste la bouchée du cours. C'est une quantité pas importante. Donc si le ciment n'a pas encore été préparé, on ne va pas garder des liquides pour en préparer une si petite quantité. Et donc c'est pour ça que les liquides, c'est qu'à partir d'un revit qui va m'offrir une plus grande quantité de ciment. Mais si le ciment est déjà préparé, alors effectivement, à partir de cette petite quantité là déjà, ça justifie de sortir, d'accorder de l'importance à cette même petite quantité de ciment. Tashma damar priya barami mishmedeula.
La Gemara continue à prouver, à objecter l'idée qu'on a vue de ne pas faire de différence à propos de la peau entre une peau travaillée et une peau non travaillée. On a dit que c'est la même taille, la même mesure. On est chayav pour une peau qui peut servir à en faire un kamea. Shlosha orotehen. Il y a 3 types de peau. 3 étapes dans la peau travaillée et non travaillée. Et les 3 étapes de peau, elles s'appellent comme ça. Matzah, c'est une étape. Veripa, c'est une deuxième. Vediftera, c'est une troisième. Et la Gemara explique à quoi ça correspond chacune des 3. Matzah kemashmao. La peau qui s'appelle matzah. Matzah, c'est comme on l'entend. Une matzah, on n'a rien mis dedans. C'est de la farine et de l'eau, il n'y a rien dedans. La peau qui s'appelle matzah, c'est une peau qui n'a pas du tout été travaillée, de l'eau maliach, ou de l'eau kamiach, ou de l'eau afitz. Donc, on n'a pas salé la peau, ça c'est l'eau maliach. L'eau kamiach, on n'a pas mis dans la farine. L'eau afitz, on n'a pas travaillé aussi avec des noix de gale. En tout cas, c'est encore une étape dans le travail de la peau. Et donc, la peau qui n'a pas du tout été travaillée, elle s'appelle matzah. Ça, c'est un type de peau. Vekama shiuro, quelle est la mesure pour être hayav dessus quand il est porté dehors? Rav Shmuel bar Rav Yehuda, Tane Rav Shmuel bar Rav Yehuda, kedela turbo mishkolet ktana. De quoi envelopper un petit pois. On parle pas ici de petit pois qu'on met dans l'assiette. Un petit pois, ça veut dire, donc, plutôt un pois petit, qui sert à peser, et on l'enveloppe pour pas qu'il s'use. Et donc, la peau de la taille qu'il faut pour l'envelopper, elle est la mesure de peau, donc de cette peau-là non travaillée du tout, pour laquelle on est chayav. Et de quel poids il s'agit? Vamar Abaye, riva de pombelita. Le quart d'un riva de riva, c'est le quart d'un quart. Rashi explique le quart d'un poids qui s'appelle litra, c'est une mesure, de la ville de Pumbedita. Et là, les commerçants avaient l'habitude d'envelopper ce poids-là de plomb pour ne pas qu'il s'use. Et donc ça, c'est justement la taille qu'il faut pour être hayav dessus. Donc ça, c'est un type de peau. Deuxième degré, c'est ce qu'on appelle chipa. Des maliach, la peau a déjà été salée. Par contre, velo kamiach, velo afitz. On ne lui a pas ajouté la farine, et afitz, c'est le produit qu'on fait à base de noix de gale. Et donc, elle en est à cette étape-là. Avec kamashiuro kedetnan, quelle est sa quantité pour être hayav, sa mesure pour être hayav, comme ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, or kedelasot kamea. Donc, une peau de quoi en faire un kamea. Diftera, 3e degré, des maliach vekamiach velo afitz. Ça a déjà été salé, on l'a même travaillé dans la farine, mais on n'a pas encore mis les noix de gale. De kamashiuro, quelle est sa mesure? De quoi écrire dessus? L'essentiel du get. Ça doit être 2 lignes, quelque chose comme ça. L'écrire le nom du mari, le nom de la femme, la date, l'endroit, un minimum de ce qu'il faut, d'écrire donc qu'il la divorce. Et cette taille-là est la taille de peau pour laquelle il est chayav s'il est porté au reshut harabim. On a enseigné cependant, dit la Gemara, que de la turbo mishkolet ktana. Donc une peau non travaillée, la quantité et la mesure pour laquelle on est chayav, c'est de quoi envelopper ce poids petit. Ve'amar Abaye, riva de pombedita. D'ailleurs, nous a expliqué de quel poids exactement il s'agit. Donc c'est un poids connu. Or, ce poids-là, il est plus grand que la taille de peau qu'il y a besoin pour en faire un kamea. Le kamea, il est plus petit que cette taille de peau-là qui sert à envelopper ce poids. Or, nous, on a dit qu'une peau non travaillée et une peau 8 travaillée, c'est la même mesure. Ici, on voit que non, il y a une différence entre l'une et l'autre. On répond la Gemara, Hatam et Bishula. Là-bas, il ne s'agit pas d'une peau non travaillée, mais qui est prête à travailler. Il s'agit d'une peau fraîche qui vient d'être dépecée. Et puisqu'elle n'est même pas prête encore à travailler, il faut attendre qu'elle sèche d'abord un petit peu. Pour pouvoir commencer à la travailler. Donc, là-bas, il faudra donner effectivement une autre mesure, qui est celle qu'on a dite. Donc, la mesure de quoi envelopper. Donc, finalement, on a une peau qui est encore toute fraîche, qui vient d'être dépecée de l'animal. La mesure sera de quoi envelopper le poids. Si la peau a déjà séché, même si on ne l'a pas travaillé du tout, ou bien qu'on a commencé à la travailler, comme on a dit, on l'a salée déjà, c'est là on a dit que c'est de quoi faire un kamea. Et ensuite viendra la 3e étape,
la peau a été travaillée davantage, là-bas on dira que c'est de quoi écrire un get. Ve'atnan demande la Gemara, on a encore une Mishnah qui dit, Habeged shloshal shlosha le midras. Un vêtement à partir de 3 sur 3 tfachim, c'est la taille pour laquelle il reçoit de la toumat midras. Donc midras, c'est le zav qui a eu un écoulement impur, qui s'est assis ou qui a marché dessus, il rend le vêtement tamé. En marchant dessus, le vêtement devient, ou en s'asseyant dessus, lui, ou une zava pareil, il la rend avatuma. Donc la touma elle-même, c'est pas que ça a reçu de la touma, c'est que ça devient la touma elle-même, c'est avatuma. Ça ne descend pas, même pas d'un degré de touma vis-à-vis du zav lui-même, ça reste avatuma. Donc ça c'est toumat midras, donc on reprend. À partir de 3 sur 3 de fachim, un tissu, hasak arba al arba, le sac on a déjà vu c'est fait avec des poils de chèvre, donc 4 sur 4 fachim, haor chamisha al chamisha, la peau, c'est ce qui va nous intéresser maintenant, à partir de 5 sur 5 fachim, ça reçoit de la toumat midras, mapat shisha al shisha, mapat c'est un tissu à base d'autres plantes, 6 sur 6 fachim, ben et midras, ben et met. Aussi bien pour la toumat midras que pour la toumat met, ça veut dire qu'une touma qu'il aurait touchée, ça devient tamé à partir de cette taille-là. Vetaniala, on a enseigné dessus, à Beged Ve'asak Ve'or, à propos du tissu, du sac et de la peau, que shiur la touma, car shiur l'otsa'a. La même mesure qui a été donnée pour recevoir de la touma, ce sera la même mesure pour celui qui l'a porté pendant Shabbat. Donc finalement, il ressort d'ici que la peau, sa mesure pourrait être hayab dessus pendant Shabbat. C'est 5 sur 5 tfachim. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on a parlé jusqu'à présent. De quoi faire un kaméa, c'est pas 5 sur 5 tfachim, c'est beaucoup moins que ça. Donc d'où vient cette mesure-là? Répond la Gemara. Donc en fait l'objection elle est comment est-ce qu'on a dit qu'on ne fait pas de différence entre 8 travaillés et non travaillés, alors qu'ici on voit que cette peau-là, elle fait 5 tfachim, il en faut 5 tfachim. Rashi explique, disons qu'il s'agit d'une peau non travaillée. Il lui faut 5 tfachim. Et notre Mishnah, on a expliqué à propos du kaméa qu'il s'agit d'une peau 8 travaillée. Donc la peau travaillée c'est un kaméa, la peau non travaillée c'est 5 tfachim, c'est pas la même mesure. Répond la Gemara, Hahu bekortuvla. C'est encore un type de peau, un autre type de peau, bekortuvla. C'est quoi kortuvla? Rashi explique tout en bas. Mais vachlo berotrin, c'est une peau qui était bouillie dans de l'eau bouillante, ou mitkaché, et ça durcit. Les chèvres à lave, on peut s'asseoir dessus ensuite. Ou les chassot dlouvkaot, shekorin, etc. Ou mitot, velasoto shulchan. On en fait toutes sortes de choses. Ça sert à couvrir peut-être des armoires, ou des fauteuils peut-être, il veut dire. Des lits, on s'en sert pour en faire des tables. Donc c'est une peau qui est travaillée de cette manière-là. Elle a été cuite, elle a durci, bien durci. Et là-bas, puisqu'elle a des utilités spéciales, sa mesure, elle sera en fonction de ça, il faut donc 5 sur 5 tfachim minimum. Donc ça nous donne encore une mesure de plus pour les peaux. Donc finalement, ça nous en fait en tout 4. On a vu que si la peau est encore fraîche, sa mesure, elle est de quoi envelopper le poids. Si elle a été commencée, elle a séché, ou bien que même on a commencé à la travailler, alors la mesure, elle sera de quoi en faire un kaméa. Si elle était travailler une étape de plus, c'est de quoi en faire un get. Et si la peau était bouillie, elle était déjà bouillie, elle a durci, c'est 5 sur 5 tfachim. Maintenant, on aura encore les étapes de peau, les types de peau qui sont les parchemins. Et là, pour ça, on tourne la page, on va rentrer donc dans les histoires de parchemins. Sur quel parchemin on peut écrire des tefilin? Sur quel parchemin on peut écrire des mezuzot? Et là, il faut savoir, il faut introduire ici, qu'est-ce que c'est exactement le parchemin des tefilin? Donc, il faut savoir, il y a 3 notions. Il y a une notion qui s'appelle gvil, une chose qui s'appelle klaf, et un parchemin qui s'appelle dursustus. Quelle est la différence entre ces 3 choses-là? Tosfot explique, voyons Tosfot. Donc, on tourne la page, on en est à Intat Amud Bet, Tosfot tout en haut, il nous offre une explication très claire pour toutes ces notions-là. Klaf, vedursustus, vechoule. Tosfot explique comme ça, gvil, qu'est-ce qu'on appelle gvil? Ou or shalem. C'est la peau complète. Et là, chez Shiru Asear, simplement on enlevait les poils. Ve'ainu dama berej batra, Tosfot ramène une gemara,
qui parle de Gvil, Avne de la Meshafian. Là-bas, on appelle certaines pierres qui n'ont pas été taillées du tout, on les appelle Gvil, parce que ça ressemble à ça. Alma, Shenom et Tukan, Karigvil. Donc on voit que la peau, avant d'être partagée, avant d'être taillée ou d'être séparée, comme on verra tout de suite, avant d'égaliser la peau, dès qu'on lui a enlevé les poils, déjà ça s'appelle Gvil. Maintenant, la peau, elle a une double épaisseur en réalité. À l'époque, ils avaient l'habitude de travailler la peau de telle manière qu'à une certaine étape, la peau se partageait en deux. On avait une épaisseur et une deuxième épaisseur. Toute la peau se partageait en deux. L'épaisseur extérieure, qu'on appellera toujours le côté des poils, ou disons plutôt extérieur-intérieur. Donc il y a le côté de la partie qui est collée sur la chair de l'animal, et la partie qui est plutôt vers l'extérieur. Donc, c'est ce que Tosfot continue et dit. Et quand on partage la peau en deux, ce qui est du côté des poils, donc le côté extérieur, car ou claf, c'est ce qu'on appelle le claf, le parchemin, ou clapé bassar, tandis que l'épaisseur intérieure qui touche la chair, ou dursustus, c'est ce qu'on appellera toujours ici dursustus. Omer Rabbeinu Tam, pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? Des belachon yavan en grec, korin et bassar sustus. On appelle la chair sustus. Vedour est le mot dour qui précède sustus, ce préfixe-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Perouche makom, ça veut dire l'emplacement. Kemo dourplan, comme ce que dans la Gemara en araméen on dit dourplan, ça veut dire à tel endroit. Alors, à l'endroit tel. Dour, c'est un endroit. Les charkari les dursustus, c'est pour ça qu'on appelle cette épaisseur-là dursustus, klomar, pour nous dire dour, ça veut dire makom, sustus, c'est bassar. Donc c'est makom bassar, c'est le côté de la chair. Donc jusqu'ici on a appris déjà les trois notions. Nous avons le gvil, qui est la peau tout entière, non partagée. On a ensuite, une fois que la peau est partagée, on a le côté extérieur qui s'appelle klaf, le côté intérieur qui s'appelle dursustus. Tosfot ajoute encore une précision importante. Veklafim shelanu, yesh lahen din klaf. Du temps de Tosfot déjà, apparemment, ils avaient déjà l'habitude de travailler les peaux comme ce qu'on le fait aujourd'hui. On travaille la peau bien, on enlève complètement l'épaisseur intérieure. Donc le dursustus, il est complètement retiré. Il est gratté, il est retiré, il est perdu. Et il ne nous reste finalement, les poils aussi on les enlève. Donc il ne nous reste finalement que le côté qui s'appelle klaf. L'épaisseur qui s'appelle toujours klaf. Donc c'est ce que dit Tosfot, ou klafim shelan, ou nos parchemins yeshlen din klaf. Ils ont un statut, ils ont un din de klaf. Le kotvin alan sefer Torah, tfilin mezuzot, il n'y a aucun problème, on peut écrire dessus. Aussi bien le sefer Torah, les tfilin et mezuzot, on écrit tout dessus. L'état de bassar du côté de la chair. Donc quand on dit maintenant le klaf du côté de la chair, c'est parce que le klaf, lui, c'est le côté extérieur, c'est le côté des poils. Mais il a le dos et il a son côté intérieur. Donc le côté qui touchait le dursustus, on appellera ça le côté de la chair. Non pas parce que le klaf touche la chair, il ne touche pas la chair, il touche le dursustus qui lui-même touche la chair, mais puisque le klaf il a ses deux côtés, il a le côté extérieur qu'on appellera toujours mekom sear, là où il y a les poils, et il y a mekom bassar qui veut dire du côté intérieur. Ou dès lors que Omer, et Tosfot vient ici exclure, pas comme celui qui pense que klafim shelanum dursustus. Pas comme celui qui pense que nos klafim, nos parchemins, ils sont le dursustus, qui est un problème pour écrire dessus les tfilin ou les mezuzot qu'on me verra. Les fichiers megarina ou manin metaknim otan klipatan aliona. Et eux, ils disent, ceux qui pensent que c'est pas soul, ceux qui disent que ça s'appelle dursustus, c'est parce que ceux qui travaillent ces peaux-là, ils ont l'habitude de retirer, de gratter toute leur klipatan aliona, toute la partie, la pellicule supérieure du klaf, du parchemin. Et donc ils craignent, ils disent que Venishar a dursustus, ce qu'il nous reste dans le parchemin, c'est le dursustus. Tosfot disent non, c'est pas possible. Si c'était comme ça, comment on peut écrire dessus les tfilin? La maskana de la sugia ici, la Gemara finalement elle conclut ici qu'on ne peut écrire les tfilin que sur du klaf. Donc il est clair que nos parchemins à nous, dit Tosfot, ils sont le klaf. Notre manière de travailler les peaux, elle fait qu'on a gratté, il est vrai qu'on a gratté la partie supérieure, extérieure, mais malgré tout, on a suffisamment aussi gratté de la partie intérieure pour dire qu'il ne nous reste plus du tout de dursustus. Ce qui nous reste, c'est que le klaf, c'est que le parchemin qui est cachère
pour Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Point. Donc on s'arrête là dans Tosfot, et maintenant après cette introduction très claire, on pourra, Bezrat Hashem, commencer la Gemara. Alors voyons au début du Hamoud, au début de la page, donc de Daf Aïndat Hamoud Bet. Klav Kedel Ichtav Alav Parasha Ktana, on a vu dans la Mishnah, un parchemin petit, de quoi écrire dessus une petite parasha Ktana, une petite parasha qui est Shema Yisrael jusqu'à Ovisharecha, c'est la taille du parchemin pour laquelle on est chayav si on l'a porté au Reshut Arabim. Donc même si on n'a pas encore écrit dessus, c'est un parchemin suffisamment important. Veramin ou la Gemara objecte, ramène une contradiction. Klaf vedur sustus, qu'est-ce alav mezuzah. Aussi bien le klaf qui est la partie, comme on a dit, extérieure, que dur sustus qui est la partie intérieure, pas côté, partie. Donc on a le klaf qui est la partie extérieure de la peau, dur sustus qui est la partie intérieure, donc du côté de la chair de la peau. Et aussi bien l'un que l'autre, qu'est-ce alav mezuzah, de quoi écrire dessus une mezuzah. Or une mezuzah c'est plus grand que une paracha de tfilin. Parce que dans la mezuzah, il y a deux parachutes, il y a deux textes dans la mezuzah. Il y a Eshema, jusqu'à Uvisharecha, et Vayim Shamoa, jusqu'à Alaharet. Donc si tu me dis que le klaf, c'est de quoi écrire dessus une mezuzah, c'est plus grand que ce qu'on a vu dans la Mishnah, qui était de quoi écrire Shema Yisrael. Donc finalement, notre Mishnah dit que, à partir de la taille de Shema Yisrael déjà, jusqu'à Uvisharecha, déjà on est chayav, alors que d'après cette braïta-là qui contredit notre Mishnah, il se trouvera qu'il est encore pas tout, tant qu'on n'a pas une taille suffisamment grande de quoi écrire une mezuzah dessus. Répond la Gemara Maï mezuzah, mezuzah chez Batfilin. Qu'est-ce qu'on appelle mezuzah? Mezuzah, ça veut dire un parchemin écrit, ça veut pas dire la mezuzah qui est placée à la porte. Mezuzah chez Batfilin, c'est le parchemin de Tfilin, c'est pas mezuzah. Et donc, ça correspond à notre Mishnah, il n'y a pas de contradiction. Vekarilo le tfilin mezuzah, la Gemara s'étonne, est-ce que vraiment on appelle le tfilin mezuzah? Oui, on les appelle mezuzah. Ve'atanya, et Ve'atanya, donc ici c'est la preuve de la braïta qui va, Ve'atanya, donc c'est benichuta, il n'y a pas d'objection de cette braïta-là, au contraire, voici la braïta qui confirme ce qu'on est en train de dire, qu'on appelle les parchemins de tfilin, on pourrait les appeler aussi mezuzah. Retsuot tfilin imat tfilin, metamot et tayadaim. Donc la braïta elle dit là-bas comme ça. Les lanières de tfilin avec les tfilin, donc tant que les lanières sont attachées aux tfilin, ça donne de la touma aux mains qui les a touchées. Comme on a vu dans le premier pérec de la Masechet ici, celui qui touche, on a dit celui qui touche les sifra kodesh, celui qui touche les parchemins, dans le parchemin dans Sefer Torah, les Chachamim ont dit que ses mains deviennent impures, de manière à ce que les gens ne s'habituent pas à toucher le parchemin du Sefer Torah. C'est un manque de respect vis-à-vis du Sefer Torah. Donc ils ont institué que les mains qui le touchent soient impures, de manière à ce que personne n'ose toucher. Maintenant, ça concerne aussi les tfilin. On verra tout de suite quels sont les détails. En tout cas, maintenant, ce que la braïta commence à dire, c'est que les lanières, si elles sont attachées aux tfilin, alors même celui qui ne touche que les lanières, ça rend impur les mains. Bifne atzman, en metamot et tayadayim. Par contre, si les lanières, elles sont en elles-mêmes, elles sont séparées des tfilin, ça ne rend pas impur les mains qui les touchent. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, donc c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Anoga baretzua, celui qui touche les lanières, tahor ad shiga baktitza. Même si les lanières sont attachées au tfilin, tant qu'il n'a pas touché le boîtier des tfilin, il est encore tahor. Donc les lanières elles-mêmes ne rendent pas impures. Rabbi Zakai Mishmo Omer, Rabbi Zakai lui-même, en son nom à lui-même donc de Rabbi Shimon, il dit, tahor ad shiga bamezuzah atzma. Celui qui a touché même les boîtiers des tfilin, il est tahor tant qu'il n'a pas touché le parchemin lui-même, la mezuzah elle-même. De quelle mezuzah on parle? Évidemment, on est en train de parler des tfilin maintenant. Il n'y a pas de lanière à la mezuzah qu'on met à la porte. Donc il s'agit de la mezuzah qui est dans les tfilin, dans les boîtiers des tfilin. Donc on voit très clairement ici qu'on appelle ça mezuzah. Demande la Gemara Vamidektan et Sefa. Pourtant on a enseigné dans la Sefa de cette même braïta qui disait au début, donc laf et dursustus, de quoi écrire dessus une mezuzah. Et là, on a voulu expliquer qu'il s'agit d'une mezuzah, donc il s'agissait, on a voulu dire, d'une petite paracha de tfilin. Et la Gemara demande, et pourtant la suite de cette braïta, elle est comme ça. Klaf, kedelichtavala paracha ktana sheba tfilin, chez Shema Yisrael. Un parchemin, on est chayav dessus, s'il est suffisamment grand de quoi écrire dessus, une petite paracha de tfilin, qui est Shema Yisrael. Miklas de Recha, bemezuzah atma askinan. Déduit de là que la Recha, le début de la braïta qui disait de quoi écrire une mezuzah, c'est une mezuzah. Parce que quand la braïta elle veut dire
tefilin, une paracha des tefilin, elle n'a pas de problème de s'exprimer très clairement. Elle le dira très clairement. Donc comment ça se fait que, en réalité, ici, en fait, on a un problème un plus grand, c'est que la Braïta, elle se contredit. Elle commence par dire, aussi bien clav que d'ursustus, la mesure, elle est de quoi écrire dessus une mezouza. Et d'ailleurs, dit la Braïta, pour le clav, c'est de quoi écrire une paracha des tefilin. Donc décide-toi, une mezouza ou des tefilin. Ne me dis pas non plus que la mezouza, c'est la taille d'une paracha de tefilin, parce que pourquoi tu commences par l'appeler mezouza, et ensuite tu reprends que clav en disant une paracha des tefilin. C'est quoi cette histoire? On ne comprend pas la Braïta. Elle répond à la Gemara Riktane, ou bien Ela Riktane. Donc la Gemara vient résoudre en fait pour expliquer bien cette Braïta. La Braïta doit se lire de la manière suivante. Klaf vedursustus shiuran bekama. Cette Braïta là, quand elle parle au début, elle cite les deux klaf et dursustus, ce n'est que pour introduire la question. Quelle est la taille du klaf et du dursustus? Réponse. Dursustus kedelir tavalav mezouza. Donc le dursustus qui est donc la partie intérieure de la peau. De quoi écrire dessus une mezouza. Donc c'est deux parachiotes, mais c'est pas bon pour les tefilin. Klaf, on verra ensuite si c'est exactement est-ce qu'on peut écrire dessus des tefilin. Mais en tout cas, c'est de quoi écrire deux parachiotes, comme la mezouza. Tandis que klaf, le parchemin, donc la partie extérieure de la peau, de quoi écrire sur le klaf, une petite paracha de tefilin qui est Shema Yisrael. Et maintenant, la Gemara va rentrer dans les détails. Est-ce que vraiment on peut écrire, sur quoi on écrit les tefilin, sur quoi on écrit la mezouza, Amarav? Donc Amarav, voyons ici en deux points. Amarav, dursustus avec klaf. Il n'y a pas de différence entre le dursustus et le klaf, c'est pareil. Ma klaf kotvin alav tefilin, av dursustus kotvin alav tefilin. De même qu'on peut écrire des parachiotes de tefilin sur les parchemins, donc la partie extérieure de la peau qui s'appelle klaf, de la même manière on peut le faire sur la partie intérieure qui s'appelle dursustus. La Gemara vient objecter Rav, nan, klaf. On a dit que le klaf, de quoi écrire dessus une petite paracha de tefilin qui est Shema Yisrael. Donc on voit, Rashi, il tient ici Rashi, il a la version de la parenthèse, klaf in. Donc sur tout cela, le parchemin, le klaf, c'est lui sur qui on a dit que la taille elle est de quoi écrire la paracha de tefilin. Mais le dursustus, non, c'est une autre taille, c'est une autre mesure. Donc on voit que finalement, dursustus n'est pas bon pour les tefilin, parce que si le dursustus il était caché pour les tefilin, j'aurais dû rendre chayav celui qui a porté un dursustus, même pour une taille suffisante. Pour une paracha de quoi écrire les tefilin, j'aurais pas demandé deux parachiotes pour écrire dessus une mezouza entière. Répond la Gemara, les mitzvahs. Les mitzvahs, ça veut dire, Rashi explique, que c'est vrai que les tefilin sont cachés sur un dursustus. Mais il vaut mieux les écrire sur le klaf, sur la partie extérieure de la peau. Et donc, les gens, en général, dit Rashi, il y a une expression ici spéciale dans Rashi, qui dit, voyons Rashi, les mitzvahs. Mitzvah minamuvchar klaf beinan. Pour une mitzvah préférée, c'est d'écrire sur le klaf et pas sur le dursustus. Ustama dechol inish, mitzvah me'al yeta avid. En général, n'importe quel homme, il cherche à faire la mitzvah de la manière la plus préférée, de la meilleure manière. Mitzvah me'al yeta avid. Un homme cherche à faire la mitzvah de la meilleure manière. Hilkar, et là, et ça change la halakha. Le fait de savoir que les gens, ils recherchent à faire les mitzvot en général de la meilleure manière, il en ressort que quoi, dit Rashi, l'homme matna dursustus et tefilin. Un homme ne va pas garder un dursustus pour écrire dessus les tefilin. Pourquoi? Parce que c'est pas le meilleur. Pour les tefilin, il vaut mieux le klaf. Donc le dursustus, on le gardera pour une mezouza, pas pour les tefilin. Et donc, dit Rashi, ve'avelen matlin kamo. Finalement, ce dursustus-là, les gens n'ont pas l'habitude de le garder s'il n'a qu'une taille de quoi écrire une paracha de tefilin. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais en faire? Quoi? Une paracha de tefilin? Maintenant, les tefilin, je les écris sur du klaf. C'est cachère peut-être sur le dursustus, mais avant, ça va, on va l'écrire sur un klaf. Pourquoi le faire sur le dursustus? Donc finalement, les gens ne gardent plus cette taille-là. Et donc finalement, il en ressort une koula. Il en ressort une koula incroyable que celui qui porte pendant Shabbat le dursustus au Reshut Harabim, eh bien, il est patour. Pourquoi? Parce que cette taille-là, cette mesure de dursustus, elle est petite, elle est minable, on ne la garde pas, les gens ne la gardent pas soigneusement,
parce que on n'en a rien à faire, on peut rien faire avec ça. On pourrait, mais on ne fait pas. Et donc finalement, celui qui l'apporte, il est pas tout. Donc tout ça, c'est pour dire que Rav n'a pas été objecté. Rav qui a dit, on sache qu'on peut écrire les tefilin même sur le dorsus tous, eh bien c'est vrai, on pourrait écrire, et malgré tout, celui qui a porté le dorsus tous à Reshut Harabim, de quoi écrire une paracha de tefilin, il est quand même pas tour parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On ne garde pas en tout cas le dorsus tous pour ça. Tashma, la Gemara continue à objecter Rav. Alachal Moshe Misinai tefilin à la klaf, au mezuzah al dorsus tous. Donc c'est une alachal Moshe Misinai. Alachal Moshe Misinai, il faut savoir que c'est comme un Doraita. Donc c'est-à-dire que l'alacha qui a été transmise à Moshe au Har Sinaï par Hashem. Donc c'est comme si c'était écrit dans la Torah, même si ça a été transmis à l'oral. Tfilin à la klaf, les tfilin on les écrit sur le klaf, sur la partie extérieure, ou mezuzah al dorsustus, et la mezuzah on l'écrit sur le dorsustus. Klaf bimkom basar, quand j'écris sur le klaf, j'écris non pas sur le dos du klaf, le dos du parchemin, l'endroit des poils, mais je l'écris plutôt dans le côté qui est en direction de la chair. Pas qui touche la chair parce qu'il touche en réalité le dorsus tous, mais mais en direction du côté de la chair. Dorsus tous, même comme sear. Tandis que le dorsus tous, si j'écris dessus une mezuzah, je ne vais pas l'écrire sur le côté qui touche vraiment la chair, mais sur le côté qui est en direction des poils. Et donc à nouveau on voit ici, à la Chalem Moshe Misinai, que les tefilin on les écrit sur le klaf. Or Rav a dit qu'on peut les écrire même sur le dorsus tous. Répond la Gemara à nouveau, les mitzvahs. C'est mieux d'écrire sur le klaf, à la Chalem Moshe Misinai, que c'est mieux d'écrire les tefilin sur le klaf, mais cependant on peut les écrire quand même aussi sur le dorsus tous. Ve'atania shina pasoul. Or, demande à Gemara, on a dans une braïta que s'il a changé, c'est pasoul. Ne me dis pas mitzvah, c'est pas qu'une mitzvah, c'est obligatoire. S'il a changé, il a inversé. Donc, sous-entendu, s'il a écrit les tefilin sur le dorsus tous, c'est pasoul. Répond la Gemara à mezuzah. Ça s'apporte sur la mezuzah, que s'il a fait la mezuzah pas comme il faut, il a écrit sur le klaf, par exemple, au lieu de l'écrire sur le dorsus tous, c'est là on dit que c'est pasoul. Ve'atania shina bezeh ou bezeh pasoul. Nouvelle question, mais on a dans une braïta que s'il a changé aussi bien dans l'un que dans l'autre, c'est pasoul. Répond la Gemara, idividi à mezuzah. Les deux se rapportent sur la mezuzah. Et qu'est-ce que ça veut dire l'un comme l'autre? Va des katvinu à klaf bim comme sear. Et ça veut dire que aussi bien s'il a écrit, donc à klaf sur le klaf, bim comme sear, même sur le côté des poils, et a fortiori s'il a écrit sur le côté de la chair, sur le klaf, c'est pasoul. Donc on reprend. La mezuzah s'écrit sur le dorsus tous, du côté des poils. S'il est écrit sur le klaf, même si c'est sur le côté des poils, c'est pasoul. Et kalvachomer si c'est du côté de la chair. Donc quand je dis kalvachomer, c'est parce qu'en ce qui concerne la mezuzah, on devait l'écrire sur le côté des poils, puisqu'elle s'écrit sur le dorsus tous du côté des poils. Et donc en direction, ça veut dire. Et malgré tout, s'il est fait sur le côté des poils, sur le klaf, c'est pasoul. Inami, ou bien dit la Gemara, on reprend dans la Gemara, Inami, adorsus tous bimkom basar. Quand on a dit s'il a fait un changement aussi bien l'un comme l'autre, c'est pasoul, ça veut dire que s'il a écrit sur le klaf ou bien sur le dorsus tous du côté de la chair, c'est pasoul. Mais on n'a jamais dit que les tefilin sur le dorsus tous, il est pasoul. C'est vrai qu'on a dit que s'il a changé dans l'un comme dans l'autre, c'est pasoul, mais ça ne se rapporte pas sur les tefilin. Les tefilin, selon Rav, pourraient être écrits sur le dorsus tous. On n'a pas d'objection contre Rav. Veibaitema, autre réponse encore dit la Gemara. Shina bezeu bazeh tanaï. Si tu veux dire que la braïta qui dit qu'il a changé dans l'un comme dans l'autre, c'est pasoul, même si tu veux dire qu'en réalité ça se rapporte aussi sur les tefilin, qui ne peut pas les écrire sur le dorsus tous, de toute façon, c'est une marloquette Tanaïm. Donc, Rav pourra toujours trouver le Tana qui pense comme lui. Détania, car on a une braïta qui dit très clairement, Shina bazeh ou bazeh pasoul, Rabbi Acha marchir, Mishum Rabbi Achi bar Chanina, Ve'amrela, Mishum Rabbi Yaakov, Rabbi Chanina. Donc, on a une marloquette ici à savoir, s'il a changé dans les deux, donc disons tefilin ou mezuzah, au lieu d'écrire tefilin sur klaf, mezuzah sur dorsus tous, il a fait le contraire. Selon Tanakama de la braïta ici, c'est pasoul. Selon Rabbi Acha, au nom de Rabbi Achi, Ve'amrela, il y en a qui disent que c'est au nom de Rabbi Yaakov et Rabbi Chanina, ils pensent que c'est kasher. Et Rav pensera comme lui, que le changement n'est pas un problème. S'il a écrit les tefilin donc sur le dorsus tous, ça pourra toujours être kasher.
Rav Papa Amar, autre réponse dit Rav Papa, ça sera déjà une troisième réponse. Rav qui pense que les tefilines sont cachés sur le dorsus tous, des Amar que Tana Deve Menaché. Il pense comme Tana Deve Menaché. Les Tana Deve Menaché, Ktava ala niyar va la matit psula. S'il a écrit, Ktava ala niyar, il a écrit sur le papier d'herbe, qui est fait à base d'herbe, de bois, Vea ala matlit, ou bien sur un chiffon, elle est psula. Par contre, il a écrit à la classe, vers la gvil, vers le dorsustus, kshera. La Gemara va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Donc, s'il a écrit sur un papier ou sur un chiffon, c'est pas soul. S'il écrit sur le claf, le parchemin, vers la gvil ou bien sur la peau, non partagée, vers le dorsustus ou bien sur la partie, comme on a dit, intérieure, du côté de donc, la partie qui touche la chair de la peau, eh bien, s'il écrit dessus, c'est kasher, kshera. Ktava Mai, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas dessus? De quoi on parle? Il est ma mezouza, si on parle de mezouza, quoi? Mezouza, klaf, mikat, vinan, est-ce que vraiment on peut écrire la mezouza sur du klaf? La mezouza ne s'écrit que sur le dorsus pour l'instant, la Gemara, elle connaît pas d'autre chose que ça. Donc tu peux pas me dire que s'il a écrit aussi bien sur le klaf, que sur le dorsus, que sur le gvil, c'est kasher, ça ne se rapporte pas sur la mezouza. Et la lave tfilin. Donc on doit dire qu'il s'agit ici de tfilin, et donc on voit très clairement comme Rav, qui dit que les tfilin sont kasher aussi bien sur le klaf que sur le dorsus. Velitamer, et d'après toi, demande à Gemara tfilin à gvil mikat vinan, est-ce qu'on peut vraiment écrire les tfilin sur le gvil, sur la peau entière? C'est sûr que non. Les tfilin ne peuvent s'écrire que sur le klaf, peut-être aussi sur le dorsus selon Rav, mais pas sur le gvil. Et là, Kitanya Ibe Sefer Torah. Donc il faut dire que cette vérité en réalité, elle parle de Sefer Torah. Le Sefer Torah, effectivement, peut être écrit aussi bien sur le gvil que sur le klaf que sur le dorsus. Donc finalement, on a Rav qui dit que les tefilines peuvent être écrits sur le dorsus comme sur le klaf. Lema Mesayale, la Gemara propose un soutien à Rav. Kayotsebo, c'est la suite d'une braïta, d'une mishnah. Donc là-bas, on a donné un premier exemple, on voyait que on n'a pas le droit de descendre la Kedusha, de baisser de Kedusha. Et là-dessus, on dit, encore un exemple de cette idée-là, Tfilin Shebalou, mais Sefer Torah Shebala, des tfilines qui se sont usés, qui ont vieilli, un Sefer Torah aussi. Et il veut retirer de là-bas au moins la petite paracha qui pourrait rentrer dans la mezouza ou dans les tfilines. Est-ce qu'il peut ou il peut pas? En osin men mezouza. Il n'aura pas le droit d'utiliser la paracha, les parachiotes des tfilines pour en faire une mezouza. Les fichen moridin mikdusha chamura likdusha kala. On n'a pas le droit de baisser de gdusha. La gdusha du Sefer Torah est plus importante que la gdusha des tfilines. La gdusha des tfilines est plus importante que la gdusha de la mezouza. Et donc on n'a pas le droit de découper la paracha, même dans le Sefer Torah vieux, de la gniza, usée, pasoul, et je voudrais ressortir de là-bas que uniquement les parachiotes de la mezouza, et les placer à mon mur, c'est interdit parce que je les baissais de Kedusha. Ça avait une Kedusha plus importante que la mezouza, quand c'était Tfilin ou quand c'était Sefer Torah, donc je n'ai pas le droit de le baisser de Kedusha. Ta'ama den moridin. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'on n'a pas le droit de baisser de Kedusha. Ah, moridin aussi, mais si vraiment on pouvait baisser de Kedusha, on aurait pu le faire. Théoriquement, ça aurait été faisable. Dektiva amai, sur quoi ça a été écrit exactement? Lav dektiva dorsustus, n'est-ce pas que c'est écrit sur un dorsustus? Puisque en réalité, la Gemara jusqu'ici, elle sait que la mezouza s'écrit sur le dorsustus. Et si je veux en faire une mezouza, c'est que le Sefer Torah déjà, à l'origine, on l'avait fait sur un dorsustus, ça va? Mais les tfilines, qu'est-ce que tu diras? Eux aussi, ils ont été écrits sur un dorsustus. C'est pour ça d'ailleurs que je vais en faire maintenant une mezouza. Donc on a dit ici une preuve pour Rav, qui a dit que tfilines pourraient être cachées sur les dorsustus. C'est pour ça d'ailleurs que cet homme-là a eu cette idée d'en faire une mezouza. Jusqu'à qu'on lui dit non, tu peux pas faire de baisser de Gdusha. Mais lui, il a eu quand même cette idée parce que c'est dorsustus. Donc on a une preuve pour Rav qu'on peut écrire les tfilines sur le dorsustus. Répond la Gemara, non, la Gemara repousse la preuve en disant on n'a pas de preuve d'ici. Dektiva à la classe. Ça a été écrit sur le claf. Donc ça a été écrit sur le claf, le Sefer Torah, les tfilines ont été écrits sur le claf, et maintenant il va en faire une mezouza, on lui dit, attention, tu n'as pas le droit de baisser de Gdusha. Mais on n'a pas de preuve d'ici de permettre de faire les tfilines sur le dorsustus. Ici on parle de claf.
La Gemara demande, mais ou mezouza klaf mikatvinan, est-ce que vraiment, la Gemara elle est surprise, parce que jusque là on a dit tout le temps, la mezouza elle se fait sur le dorsus tous, et là tu es en train de me dire que la mezouza elle peut être écrite sur le klaf. Il prend le klaf des tefilin, du Sefer Torah, il va en faire une mezouza. Mais quoi, la mezouza elle peut être écrite sur le klaf, mikatvinan, est-ce qu'on peut vraiment écrire une mezouza sur le klaf? Oui. Ve'atanya, et voici la braïta effectivement qui le dit, qu'on peut faire sur le klaf. Ktava, et pardon, non, ici Ve'atanya c'est une objection. Ve'atanya, voyons, Ve'atanya, et la braïta dit, Ktava la klaf ala niar va la matlit psula, s'il a écrit sur le klaf, sur le papier, sur le chiffon, c'est pas soul. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir, yakotva la klaf, mipnei shemishtameret. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir que, plutôt Rabbi Meir, il était un sofer, et lui il écrivait la mezouza sur le klaf, car de cette manière-là, elle va mieux être gardée, elle va mieux tenir. Donc ici, Vatanya, il se trouve que Vatanya c'est une preuve qu'on peut effectivement faire la mezouza sur un klaf. Maintenant qu'on en est arrivé là, les Rav Nami Lotema, pour Rav aussi, on n'a pas besoin de rentrer dans ce qu'on a dit, que Rav, on n'a pas besoin de garder la version qu'on avait dans Rav, qui était tellement difficile, il a été tellement objecté, il a fallu à chaque fois répondre et rentrer dans des réponses difficiles, de dire qu'on peut écrire les tefilin sur le dorsus tous. La Gemara dit non, maintenant on peut dire bien plus facilement, puisque maintenant tu es en train de dire que la mezouza peut être écrite sur le klaf, comme sur le dorsus tous, alors on va corriger les paroles de Rav de manière à ce que tout ça soit plus facile et plus clair. Les Rav Nami Lotema ne dit pas dans Rav dorsus tous aré ou que klaf, que le dorsus tous il est comme le klaf qui est cachère pour les tefilin. Et la ema klaf aroke dorsus. Non, dit le contraire. C'est le klaf qui est comme le dorsus tous. Donc on est en train d'égaliser, de comparer le klaf au dorsus tous, en disant ma dorsus tous kotvin alav mezouza, af klaf kotvin alav mezouza. De même qu'on peut écrire sur le dorsus tous une mezouza, qui était la lacha de base, de la même manière, sache qu'on a ajouté aussi le klaf, il est aussi bon pour la mezouza. Donc conclusion. Les tefilin finalement, apparemment, selon la première version dans Rav, on pourrait les écrire non seulement sur le klaf, mais même sur le dorsus tous, ce qui n'était pas évident du tout. Ça a été remis en question plusieurs fois. La Gemara, tout juste, a réussi à s'en sortir. Deuxième version de Rav, c'est de dire que non, les tefilin, peut-être qu'on ne peut pas les écrire sur un dorsus tous, on les écrit que sur le klaf. Simplement, ce que Rav a voulu dire, c'est que la mezouza peut être écrite aussi bien sur le klaf que sur le dorsus tous. Donc finalement, le klaf, ce qui est clair, c'est qu'il est cachère pour tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On écrit tout sur la même chose. Sifrei Torah, Tefilin, Mezuzot, on écrit tout ça sur le même parchemin, qui est le klaf, qui est travaillé. Alors là, il faut faire attention, que quand je l'utilise pour les Tefilin, le Mishnah Bora dit que si le sofer il remarque que la partie dorsus tous n'a pas été grattée complètement, il voit sur son parchemin encore des épaisseurs en plus, qui sont lisses comme ça, qui ne font pas partie du parchemin. Apparemment, c'est le dorsus tous qui n'a pas été complètement gratté. Et là, il faut le retirer parce que s'il va écrire dessus pour les tefilin, c'est un problème. Selon la maskana de la Gemara, on a permis que la mezouza sur l'un comme l'autre. Mais les tefilin, non. Les tefilin ne peuvent être écrites que sur le klaf. Donc il faudrait que le sofer gratte ce petit morceau-là qui dépasse de son parchemin, qui a mal été gratté, et là-dessus, il pourra tranquillement écrire ses tefilin.